Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron vous a demandé d'accélérer le rythme et de présenter vos propositions pour améliorer la déontologie dans la police et la gendarmerie. Alors, conférence de presse hier, et vous êtes là ce matin, je vous en remercie, Christophe Castaner. La police ou la gendarmerie ne sont pas racistes. Est-ce que des policiers et des gendarmes le sont ? Votre question est bien posée. Vous savez, la police et la gendarmerie, elles ressemblent à notre pays. Elle a ses forces, elle a ses faiblesses. Dans notre pays, le racisme existe. Et la mobilisation mondiale et le relais que l'on voit en France contre le racisme après l'affaire George Floyd est plutôt positive. Et donc, notre police, notre gendarmerie, parce qu'elle ressemble à la France, elle a en son sein des personnes qui sont racistes. Mais attention, la police, la gendarmerie ne sont pas des institutions racistes et je refuse qu'on puisse laisser penser cela. Bien, racisme dans la police ou la gendarmerie, ça existe donc. Il y a des policiers ou des gendarmes racistes. Combien de policiers et gendarmes ont été révoqués pour propos ou comportements racistes l'année dernière ? Peu parce que les procédures prennent... Non mais peu parce que les procédures prennent du temps. Ça veut dire quoi, peu ? Mais je vais vous donner des chiffres. Oui. L'année dernière, il y a eu 30 enquêtes judiciaires engagées au sein de l'IGPN contre des policiers sur des propos racistes. 8 de ces enquêtes judiciaires ont été classées sans suite parce qu'il n'y a pas d'éléments qui ont été établis et 22 ont été transmis à la justice pour qu'ensuite il y ait des sanctions judiciaires. Est-ce que ces policiers ont été révoqués ? Non, parce qu'il faut attendre la fin de la procédure. C'est ce que je veux changer justement. Parce qu'on a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments pour transmettre au juge pour poursuivre, je pense qu'il faut une sanction administrative. La sanction administrative, qui est une sanction de prévention, c'est la suspension. Dans ces 22 cas sur 150 000. 150 000 policiers et combien de gendarmes ? Et 100 000 gendarmes. 250 000 personnels des forces de l'ordre. Oui. Et donc sur les 22 cas en question, par exemple, ça n'était pas le cas, je veux maintenant qu'il y ait une suspension systématique, qui est une mesure administrative de prévention, parce que si l'IGPN a considéré que les faits étaient suffisamment avérés pour pouvoir transmettre à l'institution judiciaire, je considère que l'on doit effectivement suspendre ces 22 personnes. Mais vous l'avez dit dans votre remarque, 22 personnes, c'est finalement très peu, mais c'est 22 personnes qui tachent l'uniforme de la République. Il n'y a que 22 personnes aujourd'hui parmi les policiers et gendarmes, enfin c'est l'année dernière, qui tiennent des propos racistes ou qui commettent des actes racistes. Vous êtes certain de ça ? Non. Parce que regardez les récentes affaires. Je vais y venir. Mais vous avez dit, avant de venir sur les récentes affaires, vous avez dit une suspension sera systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes. J'ai pas très bien compris. Une suspension sera envisagée pour chaque soupçon avéré. Alors je vais être clair, Jean-Jacques. Ah oui, il faut être clair parce que là on n'a rien compris. Alors, je vais répondre à votre première question, parce que vous êtes déjà passé à la suivante. La première question, c'est êtes-vous sûr qu'il n'y ait que 22 policiers racistes ? La réponse est non. Parce qu'il y a dans cette institution, comme dans beaucoup d'institutions, quelquefois une forme d'omerta, d'une parole qui ne se libère pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai volontairement choisi l'expression « soupçon avéré ». Ce qui veut dire que le soupçon, c'est il y a un doute. Il y a une parole qui ne s'est pas libérée quelquefois, elle doit se libérer. Ensuite, il y a enquête. Si l'enquête détermine qu'il y a des propos ou des comportements racistes, à ce moment-là, ils sont avérés et je veux une procédure administrative. Les choses sont simples. La moindre alerte, parce que notre institution doit être plus exemplaire que d'autres encore, même si je le réaffirme, elle n'est pas raciste et l'essentiel de nos policiers et de nos gendarmes ne sont pas racistes, antisémites ou homophobes et ce sont des mots qu'évidemment chacun d'entre eux condamne, mais en plus combat au quotidien. Et chaque fois qu'on a des soupçons, on fait une enquête et si l'enquête s'avère positive, à ce moment-là, c'est avéré et on engage une procédure. Voilà. Bon, mais en ce qui concerne la suspension de ces policiers ou de ces gendarmes, il y a quelques affaires récentes. Donc la première c'est l'affaire de Rouen, où il y a des policiers qui ont tenu des propos racistes à l'encontre d'un autre policier noir, policier de 22 ans, qui s'appelle Alex. Est-ce que les policiers qui ont tenu ces propos avérés sont suspendus? Non, et ça montre bien le changement de doctrine. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas suspendus? Je vais vous expliquer ça. Ça montre le changement de doctrine que je veux. Et je vais lier à une deuxième affaire, celle de l'île Saint-Denis, où on entend deux policiers avoir des mots racistes. Dans le dernier cas, j'ai su
le lendemain quels étaient les auteurs et j'ai engagé, c'était il y a 3 semaines, une procédure de suspension immédiate. Mais pourquoi est-ce qu'à Rouen, ils ne sont pas suspendus ? Et à Rouen, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous n'étions pas dans la procédure de suspension automatique que j'ai demandé hier. Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, nous avons connaissance des faits. Nous avons immédiatement engagé une procédure administrative et les 4 personnes incriminées passeront en conseil de discipline dans quelques semaines et seront sanctionnées, je n'en doute pas, en conseil de discipline et en même temps une enquête pénale. Mais l'usage ces policiers ne sont pas suspendus. Et l'un d'entre eux a même assuré la sécurité lors de la visite de la garde des Sceaux à Rouen vendredi dernier. Alors ça, j'ai entendu votre interview de Nicole Belloubet. C'est vrai ou je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié. Mais moi, je peux vous dire que c'est vrai. Mais je ne mets pas ça en cause. Mais ce que je peux vous dire, c'est que justement, cette doctrine-là n'était pas appliquée. C'est un des éléments que j'ai annoncé hier, parce que je regrette qu'en janvier... La doctrine a été appliquée pour l'île Saint-Denis, mais pas appliquée pour Rouen, quoi. Oui, et c'est pour ça que j'ai décidé de généraliser ce que j'ai fait il y a 3 semaines sur l'île Saint-Denis à l'ensemble des cas. Je vais même vous dire que quand j'ai lu le rapport sur Rouen, j'étais profondément choqué. J'ai demandé que l'on lance la procédure administrative et je regrette de ne pas avoir expressément demandé la suspension immédiate. On apprend aussi de notre institution, et c'est la raison pour laquelle j'ai signé vendredi dernier une circulaire au directeur de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité intérieure, pour que nous puissions engager systématiquement, quand les faits sont avérés, et il ne s'agit pas de mettre en cause la présomption d'innocence des policiers et des gendarmes qui ont le droit d'être défendus, et ils doivent l'être, et je suis le premier à les défendre, mais quand les faits sont avérés, effectivement, on engage une procédure administrative avec suspension si les faits sont racistes, antisémites ou homophobes. Et dans le cas de ces groupes de parole sur les réseaux sociaux, là encore, certains groupes de parole, on ne peut entrer dans le groupe que si l'on donne son matricule de police. Alors d'abord, d'après ce que dit Street Press, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. D'abord, on va laisser l'enquête se dérouler. Et vous allez noter que dès que j'en ai eu connaissance, j'ai immédiatement saisi le procureur, parce que c'est par les moyens judiciaires que nous verrons si, en son sein, ce sont des policiers et des gendarmes, si les administrateurs... Si ce sont des policiers et gendarmes, que faites-vous ? Mais si ce sont des policiers et gendarmes et que ces propos sont considérés comme publics, et ça c'est une définition juridique qui appartient au procureur, j'engagerai des procédures administratives de sanction. Aucun policier ne sera suspendu pour soupçon de racisme. Bien sûr que non. C'est ce que dit Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, comme d'habitude, dit n'importe quoi et veut donner des leçons. Évidemment, personne n'est suspendu pour soupçon. Le soupçon, c'est pas la mise en cause d'un individu. Et c'est pour ça que je veux que les faits soient avérés. Dans une même phrase, on peut utiliser plusieurs mots. Bien, Christophe Castaner, George Floyd, il y aura des manifestations un peu partout en France aujourd'hui, obsèques de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas dans les faits, parce qu'il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la 2e phase du confinement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais comme je l'ai dit hier dans mon discours, je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. J'invite chacun à faire attention à pratiquer les gestes barrières, mais nous ne souhaitons pas réaffirmer l'interdiction qui est de droit, qui est de fait, et il n'y aura pas de sanction et de procès-verbal pour la participation à cette manifestation, parce qu'il y a des moments, il faut comprendre que cette émotion-là, et je le redis, qui est une émotion forte, positive, elle puisse être soutenue. Et je sais aussi que ceux qui iront manifester ne considèrent pas, dans leur très grande majorité, que la France, c'est les États-Unis, ne considèrent pas qu'il y a aujourd'hui une police raciste, antisémite ou homophobe, et je sais qu'ils sont dans cette émotion, ce combat contre le racisme. Vous savez, ce combattre contre le racisme, c'est ce qui m'a fait, moi, comme militant, comme jeune homme, comme militant. C'est ce qui m'a fait aussi dans mon engagement politique, dans certaines de mes décisions politiques. Et donc je comprends parfaitement ceux qui veulent manifester. Est-ce que vous seriez prêt à mettre un genou à terre ? Écoutez, je crois que la politique... Non, mais je vais vous répondre. Je crois que la politique, elle est faite de symboles. Si ce symbole-là était utile à combattre le racisme, je serais parfaitement à l'aise de le faire. Bien, faites-vous la comparaison entre la mort de George Floyd et celle d'Adama Traoré ? Non, parce que les deux n'ont strictement rien à voir. 8 minutes 46 de fautes racistes commises par un policier sous le regard de 3 autres policiers, je crois, aux États-Unis. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que je sais de l'affaire Adama Traoré. Maintenant, il y a une justice en France, elle instruit l'enquête qui a été ouverte après le décès d'Adama Traoré, qui effectivement est une épreuve pour sa famille, pour ses proches, et maintenant c'est à la justice de dire le droit. Il y a eu 10 enquêtes ouvertes, le procureur de la République l'a rappelé hier, 10 expertises judiciaires et médicales ont été engagées, réalisées. Il y a des auditions qui sont programmées, là aussi le procureur l'a rappelé hier. Il est important que la justice soit la même pour tous. Mais la justice,
ça n'est pas celle de l'émotion, ça n'est pas celle des réseaux sociaux, ça n'est pas celle des commentateurs. C'est celle du droit et des juges. Oui, et ce n'est pas celle non plus du président de la République, pardonnez-moi. Quand Emmanuel Macron demande à Nicole Belloubet, garde des Sceaux, de se pencher sur le dossier Adama Traoré, ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Vous savez, il y a quelques mois, il y a un homme qui est mort à Paris lors d'une interpellation policière. Oui. Monsieur Frédéric Chouviat, j'ai immédiatement reçu la famille. Non pas pour rentrer dans la procédure judiciaire, mais pour donner toutes les informations publiques qui étaient à ma disposition. Madame la garde des Sceaux a proposé un rendez-vous avec les amis, le collectif d'Adama Traoré, comme une main tendue pour apaiser. Et le collectif le refuse, ils ont refusé cette main tendue. Au fond, je sens qu'ils veulent faire aussi un procès médiatique et politique. Non, le procès doit se faire devant les juges. Mais n'est-ce pas logique de refuser que la garde des Sceaux vienne s'immiscer dans une affaire, même si elle ne s'immisce en rien, Jean-Jacques Bourdin. Sauf que elle reçoit, elle donne de l'humanité. Parce que l'affaire est médiatique. Pardon, Christophe Castaner, mais parce que l'affaire est médiatisée, le président de la République intervient, demande à Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier Adama Traoré. J'ai reçu Nicole Belloubet vendredi dernier. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que je lui ai posé la question sur l'aspect judiciaire. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est bien moi, disait-elle. Et voilà que 2 jours après, le président de la République lui demande d'intervenir dans l'affaire Adama Traoré. D'intervenir. Je suis désolé de se pencher sur le dossier. Oui. De se pencher sur le dossier, ça veut dire quoi? Donner de l'empathie, donner de la fraternité, recevoir les parents, recevoir les frères et sœurs qui sont mobilisés, recevoir les amis d'Adama Traoré pour leur garantir la transparence. Parce que la garde des Sceaux, elle est la garante justement de cet équilibre de la justice. Je ne pense pas que ce soit s'immiscer. Personne ne veut s'immiscer dans cette affaire. Et vous savez, la garde des Sceaux, qui était au Conseil constitutionnel précédemment, c'est parfaitement cela. Et si elle a proposé un rendez-vous, c'est parce qu'elle pense qu'à des moments donnés, il faut apaiser la société. La société a besoin d'être apaisée. Elle a besoin de fraternité. Elle a besoin d'empathie. C'est ce que la garde des Sceaux a souhaité faire. L'exercice est difficile. Vous avez dit que vous y reviendrez. Mais quand j'ai reçu la famille de Frédéric Chouviat, nous étions plein dans cette émotion qui perdure. C'était un rendez-vous extrêmement difficile pour eux. Pour moi aussi. Mais j'ai souhaité qu'il ait lieu pour leur dire, pourquoi je ne suspendais pas, et ça revient sur la question que vous posiez tout à l'heure, les 4 policiers, parce que je n'avais aucun élément qui permettait de les incriminer, ni le procureur non plus, et donc je défends la police, et je refuse de céder au tribunal médiatique, et à l'inverse, je leur ai donné un engagement, celui de revoir en profondeur les gestes techniques, pour voir s'il y avait des gestes techniques qui posaient problème, non pas dans l'interpellation de Frédéric Chouviat, mais en réalité dans l'ensemble des actes que nous faisons au quotidien. Oui, alors justement, ce matin, le père de Cédric Chouviat était avec moi sur RMC. Il ne comprend pas. Franchement, il ne comprend pas pourquoi les policiers incriminés dans la mort de son fils sont encore en activité. Je vous ai répondu parce que rien dans les faits tels que je les connais n'établissent une faute de ces policiers. Je sais l'émotion du père et je la comprends parfaitement. Je suis papa aussi. Il est mort. Oui, il est mort, Cédric Chouviat. Mais il est mort lors d'une interpellation, il était à scooter, il est interpellé et il meurt. Oui. Asphyxie, fracture du larynx. Mais dit l'autopsie. Oui, mais l'autopsie, elle ne dit pas que c'est la conséquence de l'intervention des policiers. Et moi, je ne suis pas juge. Il ne m'appartient pas de décider. Je suis aussi le garant à ma place de la défense des policiers et des gendarmes. Et donc, si le procureur de la République me dit, avant même la fin de l'instruction, oui, il y a une faute de la part des policiers, je m'engage à la suspension immédiate. Mais j'ai besoin que des gens qui ne sont pas dans l'émotion, à la fois le père, à la fois moi aussi, comme garant et chef de ces policiers, et donc je me sens impacté par ce qui s'est passé. Si une instance indépendante, le juge, me dit oui, il y a faute, à ce moment-là, il y a décision. Mais ça n'est pas le tribunal de l'émotion qui doit s'appliquer dans notre pays. Alors, plaquage ventral ou étranglement dans le cas? Alors, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Il y a plusieurs caméras qui ont filmé cette scène et je n'ai pas ces images à disposition. Par contre, ce que je sais, c'est que le plaquage ventral, dont on a beaucoup parlé dans les médias, etc., n'existe pas techniquement. Ça n'est pas, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois même à ce micro avec vous, le plaquage ventral, c'est une technique qui n'est pas enseignée, qui n'existe pas. Il peut arriver que nous positionnons quelqu'un qui est interpellé au sol, et c'est nécessaire. Pour le menotter notamment, je rappelle que quand il y a interpellation,
La meilleure façon d'éviter cela, c'est de répondre « OK » quand on vous demande de vous arrêter. Quand vous résistez, il est normal que les policiers puissent avoir des moyens d'intervention. Dans ces moyens d'intervention, pour mettre les menottes, le plaquage au sol, qui n'est pas le plaquage ventral dénoncé, est utile. Mais ensuite, il faut qu'il soit le plus rapide possible. Et j'ai demandé, et je l'ai annoncé hier, qu'en aucun cas, il y ait une pression sur la tête ou sur la nuque. C'est-à-dire que le plaquage ventral n'existe pas, dites-vous. Donc étranglement, c'est une technique qui n'est enseignée à aucun moment. Fini. Donc je pourrais me faire plaisir, Jean-Jacques Bourdin, et dire j'annule le plaquage ventral. Comme il n'est pas enseigné, ce serait franchement se moquer du monde. La technique, la méthode d'étranglement, ça on est d'accord. Alors la méthode d'étranglement, ce qui est différent, j'ai décidé de l'annuler. Pourquoi ? D'abord parce que personne... Parce que les policiers ne comprennent pas, et gendarmes, tous ceux qui ont réagi... je me permets de vous corriger. Allez-y. Je vais revenir sur policiers et gendarmes. D'abord, je pense que personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. Or, la technique de l'étranglement, sur la base du rapport qui m'a été remis il y a quelques jours par le directeur général de la gendarmerie nationale et par le directeur général de la police nationale, peut être dangereux. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'elle soit abandonnée et qu'elle ne soit plus apprise dans les écoles de formation. J'ai demandé aussi que, dorénavant, chaque année, tous les policiers et gendarmes qui interviennent dans la rue fassent l'objet d'une formation permanente sur les différents gestes techniques, et donc sans l'étranglement. Et je vous corrige sur un point. Vous dites policiers et gendarmes. Mais non, les gendarmes ne pratiquent pas dans notre pays l'étranglement. Les policiers, oui. Depuis des années, les gendarmes ne le pratiquent pas. Et pourtant, les gendarmes interpellent. Mais les policiers la pratiquent, cette technique. Ils la pratiquent. Et disent que sans cette pratique, parfois, dans certaines conditions, lorsqu'on est confronté à un délinquant qui ne veut pas, évidemment, qui ne veut pas être arrêté, eh bien, on n'a pas d'autre solution. Je crois qu'il y a d'autres solutions techniques. C'est ce que me disent les professionnels du groupe de travail. La clé de bras, le balayage, le coup de pied peut permettre, le coup de pied à la jambe peut permettre cela. Ensuite, il y a des moyens intermédiaires qui peuvent nous aider aussi, le bâton télescopique. Et quelquefois, ce qu'on appelle le pistolet à impulsion électrique servira aussi. Ce que je sais, c'est que c'est une technique qui a été apprise, qui est utilisée, et donc il faut très vite que nous donnions à nos forces de sécurité intérieure d'autres moyens techniques d'intervenir. C'est ce sur quoi je m'engage au moment où je vous parle, parce que je sais l'importance, je sais le risque, je sais la tension au moment d'une interpellation. Mais si une pratique est pratiquée par la police et pas par la gendarmerie depuis de longues années, déjà ça doit nous interroger. Mais j'ai un rapport aujourd'hui qui me dit que la technique de l'étranglement est dangereuse, et donc je ne souhaite pas maintenir, y compris pour protéger mes gars, pour protéger les policiers. Je ne souhaite pas maintenir cette technique. Bien, revenons aussi sur le cas de Gabriel, cet ado, pré-ado, 14 ans, arrêté à Bondy le 25 mai. Alors, il est accusé par les policiers de l'avoir frappé, le blessant sérieusement à l'œil. Il accuse les policiers, il tentait de voler un scooter. Il a commis une faute, plus qu'une faute, un délit. Il tentait de voler un scooter. 4 policiers l'ont interpellé. Il dit que les policiers l'ont frappé à coups de pied, en le blessant sérieusement à l'œil. Vous dites, je suis troublé par cette affaire. Oui. Vous dites, je suis troublé. Mais là encore, les policiers ne sont pas suspendus, non ? Alors, là encore, il faut laisser un peu le temps à l'instruction et au contradictoire. D'abord, il n'est pas normal qu'un homme, et en particulier un jeune homme de 14 ans, au moment de cette interpellation, soit blessé. Une interpellation n'a pas vocation à blesser celui que l'on interpelle. Ensuite, il y a 2 explications. Celle du jeune homme et celle des policiers, qui sont totalement contradictoires. Il ne m'appartient pas à moi de dire qui a raison. Par contre, j'ai saisi l'IGPN immédiatement. Pourquoi êtes-vous troublé alors ? Non, mais parce que je ne comprends pas l'explication qui m'est donnée. L'explication qui m'est donnée, je ne la comprends pas. Et donc j'ai saisi l'IGPN sur cette base, parce que je ne la comprends pas. Parce que les chefs ne la comprennent pas. Ils sont plus à même que moi d'ailleurs d'apprécier. Et donc j'ai saisi l'IGPN qui est en train de faire des auditions contradictoires, qui est en train de regarder le rapport entre l'expertise médicale qui vient d'arriver il y a peu de temps sur les blessures de ce jeune homme et la déclaration des policiers. Et s'il y a contradiction, ça veut dire qu'effectivement il y a présomption de faute, et à ce moment-là je demanderai aux policiers de s'expliquer. Les interpellations et les contrôles d'identité. Là aussi, vous avez lu évidemment tous les rapports, notamment celui du défenseur des droits. Alors, obligation d'afficher le matricule lors de ces contrôles, de mieux l'afficher pour qu'on puisse le lire. Bon, c'est pas toujours facile, quand on est à la poursuite de délinquants ou quand on est en train d'interpeller, afficher son matricule, c'est pas si évident que ça. Vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a recours aux caméras piétons, un peu plus.
recours aux caméras, ça marche pas toujours, les caméras piétons. Hein. Tout ne marche pas parfaitement. C'est pour ça que les dysfonctionnements sont nombreux. J'ai lu un article dans le Canard enchaîné récemment qui raconte qu'il y a de mauvaises prises de vue, les batteries qui tombent rapidement à plat, les fixations pas solides, enfin bon. Non mais tout n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il faut effectivement assumer de développer certains matériels, et les caméras piétons en font partie, avec des caméras qui doivent avoir une meilleure autonomie que celle que nous avons aujourd'hui. Mais plus globalement, sur le contrôle d'identité, d'abord, j'ai voulu hier, et je le ferai par une instruction, rappeler la doctrine. Les contrôles d'identité, ça ne peut pas être un délit de sa gueule. Ça n'est pas un délit de sa gueule. Un contrôle d'identité, il doit être construit pour prévenir un risque à l'ordre public ou éventuellement dans le cadre d'une recherche d'infraction identifiée dans la poursuite de l'infraction. Alors pourquoi ne pas accepter une traçabilité des contrôles d'identité? Je vais tenter d'aller jusqu'au bout et je répondrai à cela. Et donc ce sont deux conditions uniques pour faire un contrôle d'identité. À partir de là, j'ai voulu rappeler ce principe-là et ensuite faire en sorte qu'on puisse taire la polémique, parce qu'en réalité, elle est assez faible, le nombre de contrôles d'identité est assez faible. Il existe, dans certains endroits en France, l'évaluation des agents par le nombre de contrôles d'identité. J'ai annoncé hier que nous supprimions cette évaluation-là, qui pour moi n'a aucun sens. Et puis ensuite, il y a différents moyens, notamment effectivement le RIO, dont, je vous corrige, il n'est pas difficile de le porter même dans une interpellation, on doit le porter en permanence. Il est accroché à votre vêtement, il doit être porté en permanence. Par contre, celui qui est interpellé ou qui s'enfuit aura du mal à le lire, et dans ce cas-là, il porte rarement plainte, celui-là. Et donc la réalité, c'est on affiche le RIO, c'est-à-dire le numéro d'identité du policier, et ensuite on rappelle des règles. Pourquoi je ne suis pas favorable au récépissé? Notamment parce qu'au moment du débat qui a eu lieu il y a quelques années sur ce sujet, la CNIL avait indiqué ses réserves au motif que si l'on faisait un fichier national des gens qui sont contrôlés, là où ils sont contrôlés et pourquoi ils sont contrôlés, c'est un fichier qui peut paraître aussi attentatoire aux libertés. Et donc je prends aussi cela en compte. Mais il n'y a pas d'autre manière d'assurer une traçabilité des contrôles d'identité. Est-ce qu'il faut assurer une traçabilité des contrôles d'identité? En volume, oui ou non? En volume, oui. De façon individuelle, je ne le crois pas. Et si en plus, je veux aussi, et c'est ce que je fais tous les jours, défendre les policiers et les gendarmes sur le terrain, imaginez qu'ils doivent faire un rapport chaque fois qu'ils font un contrôle d'identité dans le cadre légal que j'ai rappelé, me semble proposer non pas qu'on ait des policiers qui fassent leur métier de policier, mais plutôt des policiers qui fassent des rapports. Moi, les policiers, je les veux dans la rue pour sécuriser et protéger les Français. Sur la proposition de loi d'Éric Ciotti, interdire de diffuser les images des policiers et gendarmes, quelle est votre position? Je pense qu'on a besoin d'apaiser dans le débat politique, pas de stigmatiser, pas d'emballer. Éric Ciotti en a fait une spécialité, celle de l'effervescence à tout craint. Je pense aujourd'hui que poser le débat maintenant comme ça est une provocation du débat public. Or non, c'est pas. Moi, je ne veux pas opposer la police aux Français, au contraire. Je veux tout faire pour rassembler les policiers et les Français. Aujourd'hui, il y a des tensions qui existent. Ce serait idiot de les nier. Et donc, à partir de là, notre responsabilité, c'est de tout faire pour les rapprocher. Pas d'instrumentaliser l'émotion politique comme le fait dans sa proposition de loi Éric Ciotti. Faut-il accélérer, je change de sujet, le déconfinement? Écoutez, il y a des travaux, une réunion a eu lieu hier soir. Est-ce que vous êtes partisan d'une accélération, vous, du déconfinement, franchement? D'abord, dans les faits, on a accéléré. On le voit bien dans les faits. J'ai travaillé comme ministre de l'Intérieur beaucoup sur ces sujets. On l'a fait petit à petit, mais vu que les résultats sont bons, que le Conseil scientifique nous éclaire et que l'ensemble des sachants médicaux nous éclairent, on a accéléré. Il y a une réunion de travail hier. Il y aura un Conseil de défense et de sécurité nationale jeudi sous la présidence du président de la République. Les décisions seront prises à ce moment-là. Vous allez accélérer? Les décisions seront prises à ce moment-là. Mais vous allez accélérer, probablement. On verra. Prolongation... Je vous coupe, pardon, excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est que le déconfinement se passe bien dans notre pays et c'est cela que nous devons prendre en compte. Bien. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire ou pas? C'est un outil nécessaire. Sur certains points, mais c'est un outil qui limite aussi les libertés publiques. Et donc, par nature, il doit être temporaire et encadré. Il ne sera pas prolongé? Je ne sais pas encore, parce que la situation devrait être appréciée début juillet. Et si elle s'arrange... mais si tout va bien, personne... Elle ne sera pas prolongée. Mais si tout va bien, personne ne souhaitera la prolongation d'un état d'urgence. Si par contre, on a le sentiment que pour lutter contre le virus, et je voudrais profiter de votre micro pour dire que ce combat n'est pas fini. Il n'est pas derrière nous. Le risque est présent, le virus est présent. Et le virus, il se déplace à cause, quelquefois, de nos mauvais comportements. Donc attention, vigilance, distanciation physique doivent rester une règle que nous ayons tous à l'esprit. J'ai une question, parce que ça circule sur les réseaux sociaux, mais je voudrais avoir votre réponse. Est-ce que les manifestations de soignants, le 16 juin, seront interdites? Je veux dire, en droit, elles le sont.
il y a un décret global qui a été pris par le Premier ministre qui interdit tous les rassemblements jusqu'au 21 juin. Vous souhaitez une interdiction ? Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de... Elles sont déjà interdites. Elles sont déjà interdites. Oui. Ensuite, il y a l'attitude que nous adoptons. Elles sont interdites, mais elles seront tolérées, quoi, si je comprends bien, parce que je ne comprends plus, là. Non, mais c'est simple. C'est simple parce que je l'assume. Est-ce que les forces de l'ordre interviendront pour interdire, pour empêcher ? Jean-Jacques Bourdin, je vais tenter de vous répondre. Allez-y. Mardi dernier, par les faits, plutôt que par les mots. Par les faits, c'est mardi dernier, la manifestation devant le tribunal qui a rassemblé 23 000 personnes, et c'est nous qui avons communiqué ce chiffre. La presse considérait beaucoup moins de monde, et on a communiqué ce chiffre parce que c'est un chiffre important. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de procès-verbaux qui soient dressés. J'ai veillé à ce que les forces soient à distance pour empêcher les casseurs, et à la fin, il y a un petit groupe très marginal par rapport à ceux qui étaient manifestés, et nous avons veillé à ne pas disperser la manifestation. Le 16, il y aura manifestation interdite mais tolérée. Écoutez, je n'ai pas connaissance de cette manifestation-là. Vous savez bien, il y aura des soignants dans la rue. Non, mais je n'ai pas connaissance de cela. Ensuite, vous savez, il faut que la manifestation, elle soit déclarée. La vraie difficulté en droit, il est important aussi de rappeler le droit, mais surtout les conditions sanitaires, et les personnels soignants le savent mieux que d'autres. Une manifestation aujourd'hui, c'est prendre le risque de diffuser le virus. Merci Christophe Castaner d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV, 8h55.